Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je voulais vous parler de 5 films qui racontent d'une certaine manière l'histoire du cinéma. Ces films ils abordent à leur manière une période charnière de l'histoire du cinéma et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc c'est parti, première période, le cinéma des premiers temps de 1890 à 1915. Est-ce que vous avez déjà vu Hugo Cabret de Martin Scorsese sorti en 2011? C'est un film de fiction inspiré de l'histoire de Georges Méliès qui est considéré comme le père du cinéma. Hugo Cabret se passe dans un Paris des années 30. Un jeune orphelin, Hugo, a pour seul héritage de son père un automate qui est capable d'écrire ou de dessiner. Seulement, il lui manque la clé pour pouvoir faire fonctionner l'automate. Je vous en dirai pas plus sur l'histoire en tant que telle parce que j'ai envie de vous laisser découvrir le film et surtout de pas vous spoiler parce que c'est un petit peu un film à énigme. Avec Hugo Cabret, Scorsese voulait faire un film qui rende hommage au cinéma et qui soit aussi accessible aux enfants. Georges Méliès, qui a notamment réalisé Le Voyage dans la Lune, était un cinéaste très important au début de l'histoire du cinéma. Malheureusement, lorsque l'industrie du cinéma s'est développée, sa méthode de tournage n'était pas en accord avec l'industrie du cinéma et il a fait faillite. Dans ce film, Scorsese s'amuse à semer des références du cinéma et notamment du cinéma des premiers temps avec Louis Feuillade, Alan Dawn, Buster Keaton, bien évidemment Georges Méliès ou encore les Frères Lumière. Je trouve que le film donne déjà de bonnes clés pour comprendre ce qu'était un film au début des années 1900. Je trouve que le parallèle est très intéressant entre l'automate, qui est une machine extraordinaire, et le cinématographe, qui est une machine fantastique, dans le sens qu'on est capable tout d'un coup de voir des images animées apparaître dans le noir. Donc il y a tout un rapport à la magie qui est revisité avec des objets réels parce que l'automate existe et bien évidemment le cinéma existe aussi. Finalement, à travers ce parallèle, Scorsese il arrive à retransmettre une sensation, la sensation de stupéfaction ou de magie lorsqu'on découvre pour la première fois un film projeté. Et pour ça, c'est très très fort et c'est un très bel hommage, donc je vous invite à le voir. La deuxième période que je voulais aborder est la transition quelque peu houleuse entre le cinéma muet et le cinéma parlant. Car oui, ça n'a pas du tout été une période facile, parce qu'il y a eu à la fois une rupture technique et une rupture culturelle. Technique pourquoi? Parce que tout d'un coup, on doit prendre du son sur un tournage, sans que la caméra fasse du bruit quand elle enregistre. Et ça, c'était vraiment un très très gros challenge à l'époque, voire même un problème. En fait, cette rupture technique, elle a drastiquement changé la manière de filmer lorsque le son est arrivé. Don't you remember I told you, there's a microphone right there, in the bush. Yeah. You have to talk into it. Ensuite, du côté culturel, on peut dire que l'arrivée du parlant a drastiquement transformé ce qu'est une séance de cinéma. Parce qu'avant les films parlants, on avait bien évidemment du son au cinéma, que ce soit un musicien ou un orchestre selon les salles, des bonimenteurs, des bruiteurs. Donc on avait énormément d'animation. Le spectateur n'était pas là face à un film sans son, dans un silence complet, pas du tout. Donc il y avait un côté beaucoup plus vivant et presque art vivant qui s'ajoutait à la projection du film, qui a disparu avec l'arrivée du parlant. Et donc la manière de voir un film, d'être spectateur a aussi changé et forcément cette transformation, elle a mis du temps à se faire. Et puis la dernière problématique, c'est peut-être pour les acteurs. On peut être bon acteur de muet, mais pas forcément de parlant. Et c'est ce que retranscrit à la perfection Chantons sous la pluie. Chantons sous la pluie raconte l'histoire de Don Lockwood et Lina Lamont, qui sont tous deux des grandes stars du cinéma du muet. Et cette transition vers le parlant, elle va pas très bien se passer pour Lina Lamont, qui n'arrive pas à poser sa voix, qui a une voix qui part énormément dans les aigus, et elle va donc devoir être doublée. Et ça va créer quelques petits problèmes. Non, parce qu'il faut quand même bien dire une chose, le cinéma muet, c'est le grand art. Ah oui, n'est-ce bien pas sûr. À tel point que je regrette personnellement que certaines de nos comédiennes aujourd'hui ne soient pas muettes. Oui. Et je ne citerai pas de nom, pour ne pas froisser Sophie Marceau ou Valérie Caprisky. On passe ensuite quelques décennies pour parler de l'arrivée de la télévision et plus particulièrement un peu plus tard des VHS. À partir des années 50 et avec l'arrivée des télés dans un grand nombre de foyers, pour la première fois, le spectateur peut regarder un film en dehors d'une salle de cinéma.
C'est dans les années 70 que vont apparaître les VHS, et puis on peut dater la naissance des vidéoclubs à 1980. L'arrivée des VHS et des magnétoscopes, ça rajoute quelque chose de plus à l'arrivée de la télévision. Avec la télévision, on avait toujours un programme, donc on ne pouvait pas choisir ce qu'on voyait évidemment. Mais avec l'arrivée des VHS, pour la première fois, on pouvait choisir un film et choisir de le regarder seul. Donc forcément, l'histoire de la VHS est aussi liée à l'histoire du porno, mais on va pas en parler ici, même si de toute façon, mes vidéos ne sont pas monétisées, mais bon. La VHS donne une nouvelle liberté aux spectateurs de choisir quand ils voient un film et dans une période indéterminée. Il faut savoir qu'au début, les cassettes coûtaient vraiment très cher et donc c'était plus facile de les louer. C'est pour ça qu'on a vu naître plein de vidéoclubs, parce que c'était tout simplement plus rentable de louer un film plutôt que de l'acheter à ce moment-là. Il y a un film qui retranscrit très bien l'ambiance du vidéoclub et puis plus particulièrement la transition entre la VHS et le DVD. Ce film, c'est Soyez sympa rembobiné de Michel Gondry, sorti en 2008. Soyez sympa rembobiné se passe dans le New Jersey et raconte l'histoire d'un vidéoclub où toutes les cassettes ont malheureusement été effacées. Le gérant se retrouve donc avec des cassettes complètement vides et pour survivre, il décide de refilmer les films avec ses amis. Michel Gondry va parsemer le film de références à des films cultes comme par exemple 2001 l'Odyssée de l'espace, Robocop ou encore Ghostbusters, et il y en a beaucoup d'autres. C'est un film intéressant parce qu'il raconte encore une fois à sa manière une période charnière de l'histoire du cinéma, comment on est passé de la salle de cinéma, ensuite à l'écran de télévision et ensuite à autre chose maintenant, et comment toutes ces façons de regarder un film peuvent coexister ensemble également. Et pour ça, je le trouve très intéressant, et puis de toute façon, il est très drôle, il y a Jack Black, donc je vous conseille de le voir. When you're walking down the street and you see a little ghost, what you gonna do about Ghostbusters? What is that? That's the Ghostbusters theme song. No. I'm pretty sure it is. On avance encore de quelques décennies dans notre voyage sur l'histoire du cinéma, et oui, en dernière période charnière, même si c'est pas vraiment une période, je voulais vous parler de la numérisation des acteurs. Que ce soit dans Gladiator ou dans les derniers Star Wars, les réalisateurs ont dû créer une copie numérique d'un acteur défunt. Dans Rogue One, par exemple, on retrouve une copie numérique de Peter Cushing qui était décédé à peu près 20 ans, je crois, avant le tournage. Ils ont juste demandé à la famille s'ils étaient d'accord pour le reproduire numériquement, donc on peut le voir dans le film Rogue One, et puis c'est clairement réaliste. Ces techniques de motion capture qui sont encore en train de se développer aujourd'hui, elles permettent donc de faire revenir un acteur défunt dans un film. Je pense que c'est assez important de se pencher sur ce sujet-là, d'y faire attention dans les films et de regarder ça dans les prochaines décennies, comment est-ce que ça va évoluer et est-ce qu'on va retrouver ce type de personnage numérique jouant avec des personnages réels dans beaucoup de films. Bien sûr, cette technique de la motion capture, elle va servir à plein de choses, notamment à réaliser des jeux vidéo hyper réalistes. Je pense par exemple à Beyond Two Souls, par exemple permettre de créer des peuples extraterrestres avec notamment Avatar. Donc ça permet beaucoup de choses, de créer encore plus, d'aller encore plus loin dans la conception d'univers, donc c'est très positif. Mais dans le cas d'un acteur qui est décédé, est-ce qu'on peut avoir la même lecture de l'utilisation de ce procédé technique? Et il y a un film qui aborde déjà d'une certaine manière ces questions d'ordre éthique et philosophie. C'est Le Congrès d'Harry Folman, sorti en 2013. C'est un film qui mélange à la fois de l'animation et à la fois de la prise de vue réelle. Dans Le Congrès, Robin Wright, jouée par Robin Wright, est une actrice en déclin qui fait le choix d'être scannée numériquement pour que son identité numérique, donc autant charnelle que psychologique, continue d'être actrice et continue de faire carrière à sa place. En faisant ce choix, elle cède son corps mais aussi son identité et son caractère à l'industrie du cinéma. Bien sûr, c'est de l'ordre de la science-fiction, on n'en est clairement pas encore là, mais je trouve que c'est un film qui pose de bonnes questions au niveau éthique et philosophique sur le rôle d'un acteur et sur ce que donne un acteur lorsqu'il décide de jouer dans un film et d'incarner un personnage. En tout cas, je vous conseille vraiment de le regarder. C'est un film qui est très original, notamment par son utilisation de l'animation pour retranscrire un monde virtuel. Voilà, on s'arrête sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de mêler à la fois histoire du cinéma, mais aussi
à des films qui sont très accessibles et puis qui sont aussi très récents. Dites-moi en commentaire quel film vous avez découvert et puis je vous laisse bien sûr liker la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Mais attends, je dis que j'ai 5 films, mais j'en ai combien? J'en ai que 4. Ah non, je suis désolée, j'ai que 4 films.